C'est quoi ta vision de l'industrie musicale? Comment elle va évoluer dans les prochaines années avec la blockchain Alors, je postule que la finance et la gamification seront deux enjeux dans la musique. Parce que, comme j'ai dit au tout début, on va se retrouver avec quasiment 10 milliards de personnes. Ah, là, c'est dingue, hein. On rentre d'Asie. C'est absolument incroyable. C'est-à-dire qu'il faut impérativement percer ces écosystèmes. J'ai trop souvent entendu, et encore maintenant, le Web3, la blockchain, c'est bullshit, c'est du token, c'est de la finance, c'est du machin. Okay. De mon point de vue, le Web3 amène une énorme solidité sur la traçabilité et la propriété. Comment la blockchain peut-elle aider l'industrie musicale? C'est la question à laquelle on va répondre aujourd'hui avec JC, cofondateur de Allfit. Bonjour. Salut JC. Salut. Bienvenue. Déjà pour commencer, peut-être, est-ce que tu peux présenter Allfit? Oui, Allfit, c'est une plateforme qui est dédiée à l'univers musical, donc vraiment au monde de la musique, et qui permet l'échange de valeurs de façon sécurisée. Ok, très clair. Déjà pour revenir sur l'industrie musicale, c'est quoi aujourd'hui Et bah, typiquement, on peut parler par exemple de cinq grands usages pour parler d'Allfit. Une application, on peut avoir par exemple le stream. Donc une application de streaming qui va venir se plug sur le réseau Allfit. L'idée par exemple c'est qu'aujourd'hui un stream c'est 0,003 centimes pour être payé. On peut considérer, enfin certains streamers ont considéré que à partir du moment où vous faisiez moins de X streams dans l'année, vous sortiez du flux. Bon, pourquoi? Parce que ça coûte trop cher pour le faire travailler. Le problème c'est que mine de rien, les petits ayants droit, ou en tout cas ceux qui sont peu diffusés, finalement sortent du lot. Donc là, sur la chaîne Allfit, les frais de transaction sont à 0,0001 cents. Donc en fait, forcément, à partir du moment où vous allez être joué, par défaut, puisque c'est automatique, vous aurez cette rémunération. Donc quel que soit le son, typiquement, ma fille qui chante, elle est jouée 3 fois dans l'année sur un streamer. Elle touchera peut-être des pouyennes, mais elle les touchera. Ok. Donc ça, c'est le stream. On a un autre cas, c'est le ticketing. Donc ça, c'est très simple, c'est le plus répandu. Le ticketing, place de concert. Le premier, c'est le fake. Donc là, ça permet d'avoir avec un QR code sur son téléphone, un QR code qui identifie la personne. La blockchain permet de sécuriser en fait la personne A et la personne B, la zone de la vente. Donc là, ça permet de ne plus avoir de fake compte. Ça permet par exemple, un truc tout bête aussi, dans le cas de la revente, donc une application de ticketing qui viendrait se plugger sur Allfit, et bien le promoteur à la base pourrait dire ok, vous avez acheté votre ticket, si jamais vous n'êtes pas là et que vous voulez revendre votre ticket, dans le smart contract c'est écrit, vous ne pouvez le revendre que 5, 10, 15, 20% de plus que le ticket de base. Et voilà, donc on encadre cette chose-là, puisqu'il y a quand même une loi qui est sortie en 2022, qui était plutôt, 2012, pardon, qui était plutôt intéressante sur ce sujet-là. Donc voilà. Et d'ailleurs, ça m'est passé sur la partie ticketing, deux exemples. Le premier, c'est quand il y a eu la finale avec des champions, je crois, c'était Real de Madrid, Liverpool, où il y avait pas mal de supporters, je ne sais plus de quel camp, qui n'ont pas pu accéder parce qu'ils avaient acheté des fake tickets. C'est le premier use case. Et le deuxième, c'est plus sur le concert qu'il y a eu récemment à Paris avec Taylor Swift, où, alors véridique, moi j'ai une pote, elle a revendu ses tickets, je crois que c'était 4 000 € la place ou quelque chose comme ça. Et donc c'est vrai qu'en tant qu'artiste, tu n'as pas le contrôle sur le montant. Et ça, c'est du cash qui échappe à l'artiste. On est bien d'accord. Premièrement, à l'ayant droit. Premièrement. Deuxièmement, il y a quelque chose qui se passe en ce moment dans le ticketing, c'est qu'en fait, ça coûte moins cher pour un Américain de venir en Europe avec le vol, de passer la journée, de passer le concert et de rentrer, plutôt que de payer un ticket. Donc en fait, il y a clairement des tours opérateurs qui sont en train de s'organiser pour tracter les fans américains vers l'Europe. Écoutez, donc voilà, donc deuxième cas d'usage, le ticketing, en effet, donc ce dont on vient de parler. Après, il y a un énorme cas d'usage qui est vraiment lié à l'environnement Web3, la gamification. Pourquoi c'est important, notamment dans la musique? Parce qu'aujourd'hui, c'est important, on est quasiment 7 à 8 milliards, on va peut-être approcher les 10 milliards d'individus sur Terre. Bon, comment vous faites pour être ce que les Canadiens appellent être dans la découvrabilité, c'est-à-dire être capable d'être identifié, ce que les majors appellent le superfan. En gros, comment tu arrives à trouver ton public? La gamification permet ça. Donc typiquement, la gamification, une application qui vient sur Allfit, elle pourrait dire par exemple en mode Pokémon Go, vous êtes capable d'identifier tel objet à un moment ou telle référence que je vais faire moi en tant qu'artiste
pendant le concert, vous allez faire à ce concert, vous additionnez ces preuves, et une fois que vous avez toutes ces preuves, vous êtes considéré comme un super fan. Moi, en tant qu'artiste, je vous considère, donc ça veut dire que je vais vous octroyer plus de droits à telle ou telle action, tel ou tel concert. Okay. Donc ça, c'est donc 1, le stream, 2, donc le ticketing, 3, la gamification, et les 2 qui sont naissants, qui arrivent aujourd'hui, la finance liée à la musique. C'est un peu la prochaine traction qui arrive. Donc la finance, c'est quoi? C'est la monétisation de son catalogue. Ça va être à travers des droits d'auteur, par exemple. On va découper ça, on va le prêter, le donner, le vendre. Hein. Ça va être de découper un son, par exemple, ou simplement de vendre complètement l'intégralité du son, donc à travers les royalties. Donc ça, c'est la financiarisation. Donc il y a 2 très belles applications qui sont sur ce sujet-là en France. Il y en a 3 qui sont dans le monde. Donc c'est un sujet qui arrive. En France, d'ailleurs, tu penses à Bolero peut-être Par exemple, ouais. Un très beau projet. Et donc typiquement, on pourrait avoir aussi le rachat de catalogue. Un rachat de catalogue, alors on ne parle pas du bas de catalogue pour l'instant, mais le rachat de catalogue de façon générale, ça pourrait être à partir du moment où vous revendez ce bien-là, et cette production-là, avec la blockchain, ça permet d'avoir beaucoup plus de rapidité et de traction. Okay. Et enfin, le dernier point, l'encryptage. L'idée étant de dire qu'on pourrait considérer qu'on a des difficultés aujourd'hui sur la notion de la paternité d'une œuvre, à partir du moment où elle est inscrite dans l'environnement blockchain, vous avez un eurodatage, donc vous pouvez réclamer la paternité de ce son-là pendant des années. Donc sur ces 5 grands cas d'usage aujourd'hui, Allfit vient en sous-couche, est un réseau qui va interconnecter tous ces projets, donc toutes ces applications et tous ces projets. Et donc nous, on est complètement neutre en termes d'applicatifs, n'importe qui peut venir, à partir du moment où c'est un projet de musique. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que finalement, je vais être un peu court, mais finalement, quelqu'un aujourd'hui qui est dans un projet de musique et qui ne viendrait pas sur Allfit, c'est quelqu'un qui est dans la musique en 2000 et qui choisit de ne pas aller sur Internet. Ok. Voilà. Alors, moi, la question que je me pose, c'est pourquoi créer un Layer 1 plutôt qu'un Layer 2 d'Ethereum en quoi le fait d'avoir vraiment une blockchain dédiée à la musique, enfin, c'est dédiée à la musique, mais pourquoi avoir un Layer 1 dédié plutôt qu'un L2 d'Ethereum où tu as beaucoup plus t'as une vraie communauté, un écosystème déjà existant? Ok. Premier point, le monde de la musique, c'est 154 milliards de market cap en 2030, à peu près. Il va être majoritairement développé par les briques. Par exemple, je fais des gros chiffres, hein, mais par exemple, les droits d'auteur en France, en moyenne, c'est à peu près 12-13 milliards, on va arrondir à ça. On a un pour la France, un pour les US, après c'est dispatché un peu partout. Donc on a de beaux écosystèmes, sauf que les infrastructures sont majoritairement développées dans les pays de type OCDE, donc Europe et Amérique du Nord et États-Unis. Bon, ça c'est une image industrielle. Et puis, au niveau blockchain, quand on a commencé le projet avec Loïs donc en 2021, on a beaucoup réfléchi, notamment le sujet de Bolero, parce qu'on a eu aussi, nous, avec une idée sur ce projet-là. D'ailleurs, pour rappel, un Bolero, c'est une plateforme sur laquelle tu peux acheter des droits de musique. Et donc, c'est complètement, on va dire, segmenté dans le sens où tu peux acheter 0,1%. Tout à fait. C'est la financiarisation de la musique. Oui, tout à fait. Donc, en fait, on s'était posé la question de savoir est-ce qu'il faut essayer d'aller sur une chaîne. Donc, c'est venu par une idée. En fait, il y a une personne qui vient nous voir en disant ok, vous connaissez le sujet blockchain, et à l'époque, on parlait beaucoup de Cardano, voilà. Et en fait, on s'est dit, est-ce qu'on n'en serait pas en train de rentrer sur des problématiques industrielles, et notamment sur la musique, typiquement. Donc, on peut considérer que, par exemple, dans le sport, Chiliz répond à cette problématique-là. Chiliz, la blockchain du sport. Ouais. Aura, on peut amener ce qu'on veut, mais Aura dans l'industrie du luxe. On a Honest dans la logistique, on a Galeon, un beau projet français, Galeon dans le healthcare, dans le médical. Que ces projets réussissent ou non, qu'ils soient en passe de réussir ou non, pour un certain nombre de raisons, en tout cas, l'idée a été de dire, ok, les industries vont demander leur layer. Sous une condition, enfin sous 2 conditions. La première, c'est qu'elle soit complètement open source. La deuxième, c'est qu'elle ait des outils dédiés. Et donc, on a choisi à ce moment-là de dire, oui, on va le faire, un layer 1, une couche dédiée à l'industrie musicale. Un layer 0, c'est beaucoup trop bas.
On pourra en parler, mais c'est beaucoup trop technique pour ce sujet-là. Et un layer 2, en fait, on est dépendant d'une chaîne. C'est-à-dire que on peut considérer que ETH a plié le game, c'est ma conviction. ETH a complètement plié le game. On peut essayer de réinventer des chaînes à côté technologiques, on entend bien. En revanche, des chaînes industrielles, aujourd'hui, on n'a pas amené cette problématique-là. Donc, je vois très bien, je me rappelle très bien de la hype. On a eu les Cardano, les NIR Protocol, enfin voilà, toutes. Et puis là maintenant, voilà, et puis d'autres qui reviennent là, en ce moment, voilà, avec des problématiques. Mais à chaque fois, tu vois, par exemple Massa, voilà, des problématiques techno, pure techno. De mon point de vue, de notre point de vue, la problématique techno a été résolue par ETH, first in, first all. Ils ont pris 80% du marché via la problématique technologique. Aujourd'hui, la communauté amène des solutions. Quand ça ne va pas, il y a tellement de communautés qu'en fait, on dit, bah ok, c'est pas grave, mais grosso modo, ça va. Donc, laissons les cas d'usage. Donc, c'est ce qui fait que nous, en fait, on a créé un Layer 1. D'un point de vue de la construction de la chaîne, on est en Rust, en Substrate, ce qui fait sens aujourd'hui, d'un point de vue unanime. Ça fait sens au niveau d'une chaîne d'être écrit en Rust. Et on permet une interopérabilité avec tout l'écosystème EVM via un format de palette qui permet en fait d'intégrer tout l'écosystème EVM. Donc aujourd'hui, pour terminer cette réponse, aujourd'hui on a des gens de Polygon, de Avalanche, de NIR, de Cardano, d'autres chaînes qui viennent sur le feed. Parce qu'en fait, on crée un écosystème complet avec une solution technologique open source, n'importe qui peut venir, comme un espèce de Wikipédia, et avec un certain nombre de solutions qui sont dédiées à la musique. Ok. Et prenons l'exemple de Bolero. Donc eux, est-ce qu'ils sont déjà sur Allfit ou en discussion Alors Bolero, typiquement, est un projet qui peut venir sur Allfit. L'intérêt de le faire venir, c'est que du jour au lendemain, il aurait accès à un certain nombre de nœuds validateurs dédiés à la musique. Donc typiquement, on a Wiseband, Base4Music, RapMiners, RubyChain, Alira, American School of Music avec qui on discutait, l'ICART, une école de musique de management, et il y en a d'autres qui sont dans les tuyaux. Donc en fait, là, ça permet d'avoir des nœuds, des gens qui contrôlent la chaîne et qui sont vraiment impliqués dans la musique. Donc ça, c'est ultra intéressant, d'un point de vue technologique. Ensuite, l'autre intérêt que ces applications, ou plein d'autres auraient, c'est qu'on peut parler aujourd'hui d'un point de vue industriel du code ISRC. On a d'autres problématiques. Donc en gros, c'est la carte d'identité du son ou de la personne. La blockchain pourrait résoudre un certain nombre de sujets. À partir du moment où on a écrit un code qui est open source et que vous détenez du token, que vous proposez à la communauté de modifier ou d'allonger un certain nombre de codes pour répondre à une problématique réelle de l'industrie, vous pourriez avoir la paternité de ce code-là. Donc typiquement, l'ERC, chez nous, on a l'AFT 20 ou l'AFT 1155, qui est le corollaire de l'ERC 1155. Mais en fait, cet AFT 1155 pourrait devenir, si c'était AFT 1155.2 ou .1 ou .alpha, une problématique qui serait à résoudre dans l'univers musical. Ok. Voilà. Donc c'est ça qui pourrait avoir une application en venant sur Allfit. Elle aurait des outils qui seraient vraiment dédiés à l'industrie musicale. Très clair. Et d'ailleurs, est-ce que vous êtes en discussion avec les gros dans l'industrie musicale? Je pense à des Apple Music, Spotify, ou aussi des grandes majors. Aujourd'hui, donc ça fait 3 ans à peu près qu'on dev le projet. J'aimerais rappeler qu'en septembre de l'année dernière, on avait 47 NDA, donc clause de confidentialité. Ok. Aujourd'hui, les NDA, on n'en fait quasiment plus parce qu'en fait, maintenant tout le monde, les gens de la musique connaissent ce projet. L'idée maintenant, c'est maintenant que la chaîne est terminée. Elle est prête. Elle est prête. En fait, on devait la sortir au 21 juin. Donc en mars, on a sorti une partie privée en testnet pour essayer de faire un certain nombre de choses. Au 21 juin, pour la fête de la musique, on devait sortir. Et en fait, les applications qui sont en train de nous rejoindre, là où on parle en ce moment, il y a des applications qui se développent sur le projet. Alors, en fait, ils nous ont dit, on va essayer de faire un canal de communication de market pour que tout le monde sorte en même temps. Donc en fait, on a dit, ok, on le fera après l'été. Donc là, l'idée, la grande fenêtre, c'est Q4 2024. Ok. Et là où vous êtes après, le next step, c'est quoi? C'est vraiment faire l'acquisition pour attirer des projets sur la chain? Oui, donc les gros ou petits, en tout cas, les gens de l'industrie musicale, on discute avec eux. On fait beaucoup de POC. Donc en fait, les gens disent, ok, c'est intéressant, qu'est-ce qu'on fait? Et surtout maintenant avec l'IA. En fait, le paradoxe, c'est qu'on a vécu la hype du NFT. Ouais. On est en plein dans la hype de l'IA. Tout ça va gentiment se calmer à partir de 2025. Et là, on va s'apercevoir enfin qu'il y a
et blockchain, il y a peut-être un sujet. Et nous, on travaille dessus. Donc là, on a des gens qui sont en train de travailler dessus. Il y a des gens qui font des POC même. Voilà, on a fait 2 hackathons. Dans le 2e hackathon, il y a des gens qui sont arrivés avec une idée d'IA. Donc oui, on travaille avec les gens de l'industrie. En tout cas, tous ceux qui veulent travailler avec nous, on est complètement ouverts. Mais il y a vraiment de beaux projets. Ouais, tout à fait. Super. Et d'ailleurs, je me posais la question, parce que c'est vrai qu'en France, il y a quand même quelques projets musicaux. Donc il y a vous, il y a Bolero, il y a aussi Pianity. Est-ce que vous avez réfléchi un peu à faire une alliance entre ces différents projets pour avoir plus d'impact aussi Alors, on parle Web3. Ouais. On parle Web3. Donc, ouais, tout à fait. Déjà, il y a 2 niveaux. Quand on parle de Web3, un projet est-il vraiment décentralisé? Est-il vraiment jusqu'au bout dans la terminologie dont on parle dans la blockchain? Ça, il faudrait tous les analyser. Deuxièmement, nous, on est une blockchain. Donc, on n'a pas vocation à créer un lien, quel qu'il soit. C'est pas notre rôle. Nous, on est une sous-couche. Si quelqu'un veut venir se plug sur Rollfit, très bien. Mais on ne va pas essayer de créer un truc où on va tous se mettre autour de la table, spécifiquement français en plus, pour verrouiller. Non, aujourd'hui, donc la chaîne est en Suisse, on est enregistré, voilà, tout ce qu'il faut, nous, on est une fondation. Et on a créé en dessous un labs qui va chercher, donc, qui va expliquer, évangéliser les projets. Donc là, on est de retour d'Asie, on part en Afrique d'ici très peu. La France est un très bel écosystème, il y a de très beaux projets. Maintenant, aujourd'hui, on a des projets, donc on a en Allemagne, en Italie, Porto Rico, Argentine, Montréal, Vietnam, Madrid, pardon, je l'ai oublié. Et donc là, Nigeria. Ok, voilà. Très clair. Et vous avez des concurrents d'ailleurs? Alors, il y a 2 projets qui étaient en face de nous. Le premier qui a levé 8 millions d'euros en 2018. Ce projet, en fait, c'était pas notre philosophie. Déjà, d'une, ils se sont mis spécifiquement sur un layer 0. Et nous, on voulait vraiment que ça appartienne à l'industrie musicale. Donc, on voulait être une solo chain. Pardon pour le vocabulaire, mais on voulait vraiment être complètement ouvert et que n'importe qui, comme un Wikipédia, que n'importe qui vienne et travaille dessus. Et ça voilà, on voulait avoir un minimum de dépendance avec d'autres protocoles. En tout cas, qui puisse être évolutif le maximum possible, le plus possible. Vraiment. Et ensuite, donc eux, ils ont fait la chaîne et les applicatifs, ce qui fait que du coup, il n'y a plus, y a plus que les artistes ou les ayants droit. Donc en fait, ça pose quand même un problème. Il y a plus de décentralisation finalement. Ouais, et puis tu n'as plus le caractère naissant du business, tu vois. Typiquement, une application qui viendra, il dit bah non, en fait, vous m'avez créé mon concurrent. Bah oui, mais non. Enfin, voilà. Donc on a décidé de rester là-dessus. Et puis quelqu'un d'autre là qui réfléchit à faire ce qu'on a fait. Bon, bah, nous, ça fait juste 3 ans qu'on est dessus. Donc voilà, on discute avec eux, mais on a 3 ans d'avance par rapport à eux, puisque nous, la chaîne, le matin, on la livre, quoi. Ok. Voilà. Très clair. Et d'ailleurs, en termes de levée token, est-ce que tu peux en dire un peu plus? Oui, on a une enveloppe de 1,2 million d'euros de tokens. On a aujourd'hui levé en privé 988 000 euros. Et en fait, on s'adresse que à des privés. Donc, on a eu, j'ai Loïs, tout le monde, on a été un peu voir les VC, sauf que beaucoup étaient déjà d'une, voilà, de l'IA, beaucoup. 2, ils cherchaient des applicatifs et pas des layers. Et 2, c'est un peu dur à dire, mais enfin un peu dur à dire. Non, enfin, on n'en a pas conscience au début quand on monte un projet. Mais les VC ont aussi demandent l'équipe. L'équipe fait beaucoup, et en fait, beaucoup d'investisseurs veulent voir comment l'équipe va mener. Et pour monter un layer, on fait pas ça en 3 mois, c'est pas une application, quoi. Ouais. Donc en fait, beaucoup ont dit, au tout début, on est en train de lever 10 millions d'euros, et FTX est arrivé. Ok. Voilà, bonjour chez vous. Donc 3 jours avant, 3 jours après le déclenchement de FTX, on est en train de signer 10 millions. Ce qui est finalement un mal pour un bien. Donc on n'a pas vu parce que 3 des gens sont partis. Mais en fait, ça nous a permis, nous... Partis parce que... Ah bah oui, ils ont coulé. Ouais. Effondrés. Ils avaient tous leurs assets sur... voilà. D'accord, alors ouais.
Ouais, merci, au revoir. Peut-être qu'ils vont les retrouver là, du coup, ils faisaient. Ah oui, mais peut-être. Mais en fait, nous derrière, en fait, ça a été très bien parce qu'en fait, ça nous a obligés à nous poser 2 questions. La première, de clairement expliciter pourquoi on faisait une blockchain. Qu'est-ce qu'on résolvait comme problème dans l'industrie musicale. Et donc ça, il fallait le réexpliquer. Pas juste dire on est une couche. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il fallait montrer aux investisseurs qu'on était capable, Loïs et moi, de mener la barque, de se poser les bonnes questions et d'aller voir un peu à gauche, à droite les gens de l'industrie tech ou de l'industrie musicale et d'essayer de répondre aux problématiques. Ok, très clair. Donc on a levé auprès de 66 personnes, 66 investisseurs. Il nous reste aujourd'hui 200 000 euros en token, enfin toujours en token, en private, on lève en SAFT. Et donc voilà, l'enveloppe est toujours là. Ok, très clair. Et alors, dernière question, toi, c'est quoi ta vision de l'industrie musicale? Comment elle va évoluer dans les prochaines années avec la blockchain Alors, je postule que la finance et la gamification seront 2 enjeux dans la musique. Parce que, comme j'ai dit au tout début, on va se retrouver avec quasiment 10 milliards de personnes, 10 milliards d'individus. Là, c'est dingue, hein. On rentre d'Asie. Il y a des écosystèmes, mais c'est absolument incroyable. C'est-à-dire que les gens sont... Les artistes, les ayants droit sont ultra connus, ils ont une communauté ultra solide, mais la même chose en Argentine. Là, la personne qui est en train de faire, on a une application de stream qui est en train de se construire en Argentine. Quand je parle avec Stefano, c'est absolument dingue. Il y a un écosystème propre. Donc en fait, il faut impérativement percer ces écosystèmes et il faut être capable d'aller les identifier. Donc la gamification qui permettra cette zone de super fan et de traction. Et le 2, la finance. Je pense que l'évolution de la musique va demander ça. Demain matin, je vais très loin là, mais demain matin, vous aurez un portefeuille d'assurance vie dans lequel votre wealth manager aura glissé des 3A, 3B ou 3C de la finance. On peut postuler que ça pourrait fonctionner. Donc ça demande en revanche une chose, c'est que toute l'histoire tech de la musique soit solutionnée. Donc quand on réclame des catalogues, quand on réclame des sources d'ayants droit, bon ben voilà, tout ça, il faut que ce soit absolument propre. Ouais, qu'il y ait plus de transparence. Mais du coup, c'est un monde où... Alors, je fais hyper attention à ce mot de transparence. En tout cas que... retraçable. Voilà, exactement. Que cette zone de traçabilité soit là. Il y a des beaux acteurs qui essaient de le faire. On a des acteurs, on a des leaders dans le monde de la musique, on a des leaders dans le monde tech et blockchain en France. D'ailleurs, il y a Music Tech France, on est en train de créer Music Tech Europe. Donc il y a des choses qui se passent au niveau de la musique. Donc bon voilà, l'idée c'est qu'il y ait cette projection-là qui arrive. Elle demande d'avoir un écosystème qui soit plutôt bien structuré au niveau de la tech. L'idée c'est, jusqu'à présent, on peut considérer que la musique a été au service de la tech. C'est-à-dire qu'en fait, on a amené une nouvelle solution et la tech a érigé des codes en disant « ce sera comme ça ». On aimerait, avec Loïs, c'est un vœu pieux, mais que la tech, notamment la blockchain, à travers cette faiblesse de coût, absolument ridicule, 0,00001 cents, puisse proposer puisse proposer des solutions éprouvées et qui maintenant soient plus efficaces parce qu'elles sont ultra moins chères. C'est intéressant, ouais. Donc un monde où vraiment tout le monde pourrait détenir des droits musicaux, et ça deviendrait comme l'art classique, la peinture ou peu importe. Oui, alors après, il faut savoir que dans le domaine du droit, c'est toujours pareil. Il y a Napoléon et le reste du monde. Voilà, donc il y a un certain nombre de sujets à débattre sur ces points-là. Mais en effet, on pourrait être dans une logique d'appropriation complète de son œuvre en tant qu'ayant droit et de dire, en fait, moi, je fais ce que je veux de mon son. Et donc, en fait, je le vends, je le redonne, je le découpe, je le loue, je le soue. Mais attention, n'oublions pas la gamification, parce que c'est vraiment le deuxième pilier. Pourquoi? Parce que à partir du moment où vous allez être capable de tracer votre communauté, de faire des liens forts avec votre communauté, vous aurez des outils qui vous permettront d'aller au-delà de juste le caractère musical. Carrément. C'est vraiment un use case là qui me vient en tête. Je me dis, souvent, tu vois, tu as des chansons connues qui sont reprises dans des publicités. Là, si tu arrives à avoir plus de X%, on va dire, de la propriété du musique, tu pourrais un peu décider, d'un point de vue communautaire, de comment cette musique pourrait être employée à des fins commerciales. On peut avoir d'autres sujets. Je sais pas, tu connais Hitshot?
Non. Ok, Hillshot, c'est absolument génial. Quelque part, c'est de la gamification. C'est quoi? Hillshot, c'est pour faire simple, c'est le WhatsApp de la musique. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, donc sur WhatsApp, Telegram, ce que tu veux, tu as une messagerie instantanée. Et en fait, tu vas pouvoir dire plutôt que un soir de match, plutôt que de dire on est les champions, enfin, c'est génial, t'envoies we are the champions. Non, là, t'envoies le son découpé, we are the champions. Ok. Là, qu'est-ce qui se passe? Tu gamifies, c'est-à-dire que tu crées un autre usage uniquement au son. Ouais. Et c'est ça, c'est cette valeur-là que le Web3 amène. J'ai trop souvent entendu, et encore maintenant, le Web3, la blockchain, c'est bullshit, c'est du token, c'est de la finance, c'est du machin. Okay. De mon point de vue, le Web3 amène une énorme solidité sur la traçabilité et la propriété. Ces deux notions de traçabilité et de propriété se retrouvent dans les 5 points dont on parlait tout à l'heure. Le stream, le ticketing, la gamification, la finance et la propriété, donc la vente de sa propriété. Et ça, il faut vraiment en être conscient pour, derrière, enlever ces barrières intellectuelles et dire, bah ok, en fait, il y a peut-être des trucs qui sont hyper marrants. Et là, on n'a même pas encore apporté la problématique de l'IA. Parce que alors là, l'IA, c'est juste magnifique. C'est quoi les use cases que tu verrais qui pourraient se débloquer avec l'IA, par exemple? La création musicale, par exemple ou... Alors, la créa, oui. Donc, ça veut dire quand tu crées, c'est qui? Là, typiquement, les majors qui sont en train de se retourner contre les deux gros en IA. Ouais. En fait, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, nous, on n'est pas d'accord, grand. Enfin, tu as une machine, là, tu la nourris comment? Tu la nourris avec des trucs qui nous appartiennent. Est-ce qu'ils ont pas raison? On peut considérer que oui. Ouais. Bon, mais ça, là, si c'est encrypté à un endroit, si c'est noté à un endroit, si c'est blockchainisé, et en fait, on peut dire, moi, dès que tu utilises ça, c'est 3%, toi là-bas, fini. Ouais, si tu traces, en fait, quels sont les inputs grâce à la blockchain qui ont été donnés en inputs, et donc... Là, on a 3 projets d'IA qui nous rejoignent, qui viennent sur le feed. Les 3 sont quand même axés très facilement, enfin très simplement sur la gamification. Mais ça peut être de dire, tu crées quelque chose, et puis derrière, tu as des points ou tu as du token, et tu vends. Enfin voilà, il y a un certain nombre de use cases qui peuvent être hyper intéressants. Ok, très clair. Moi, typiquement, des gens comme des gros gamers aujourd'hui, je ne les vois pas ne pas intégrer le Web3. Ils vont trouver les use cases. On se pose sur une table, je vais en trouver 50 dans l'après-midi. C'est évident. Ouais. C'est évident. Après, la question qui se pose, c'est comment tu arrives à définir l'adoption de ces use cases. Parce que, voilà, oui, tout à fait. Mais tu prends un jeu vidéo actuel, un métaverse par exemple, tu prends un méta, un méta. Tu prends un méta, n'importe quel. On a des très beaux métaverses en France, enfin, lapsus. Aujourd'hui, qui ont français, ouais. Voilà, qui ont pour le moins qui ont une souche française. Voilà, tu as un écosystème, il y a un token qui permet d'avoir En fait, un méta, c'est quoi? C'est un énorme festival. C'est les Franco, pour ne pas les citer, par exemple, vous avez Franco ou un autre. Vous avez un gros festival, vous avez un token natif à l'intérieur qui permet d'échanger les biens et les services, ou de faire une zone de contrôle à l'intérieur de votre festival. Et à l'intérieur, vous avez plein de use cases. Et bien, qu'est-ce que vous avez en dessous? Si vous mettez une chaîne. Voilà. Et donc, en fait, tout cet univers-là, de créativité du jeu et de la traçabilité de la propriété et la preuve de propriété, il y a clairement une optimisation de business. Ok, hyper intéressant. Jean-Christophe, merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin, à moins que tu veuilles ajouter, je sais pas, un moment carte blanche. Non, écoutez, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux. Donc, on a, comme là, classiquement, Twitter, Discord, Telegram et surtout allfeed.com, donc notre site internet. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des sujets, que vous soyez en France ou à l'étranger. Super, merci beaucoup. Merci à toi.